Chapitre 9. Jack dans la plante carnivore. Un peu moins de 60 heures plus tard, le Jack Sawyer qui se trouvait dans la réserve de la taverne d'Otley, le cabaret local, en train de cacher son sac derrière les fûts de Bush, rangés au fond de la pièce comme des quilles en aluminium sur une piste de bowling géante, était dans un état d'esprit très différent de celui qui s'était risqué sous le tunnel de Mill Road le mercredi précédent. Dans moins de 2 heures, quand le cabaret fermerait enfin ses portes pour la nuit, Jack avait la ferme intention de prendre la fuite. Qu'il pût même penser son départ en ces termes, pas partir, pas poursuivre sa route, mais prendre la fuite, montrait bien à quel point il jugeait sa situation désespérée. J'avais 6 ans. 6 ans. John B. Sawyer avait 6 ans. Jack avait 6 ans. 6 ans. Cette pensée, apparemment absurde, lui était venue à l'esprit dans la soirée, et ne cessait depuis de le tarauder. Il supposait qu'elle avait dû faire un long chemin pour lui montrer combien il avait peur maintenant, combien il était sûr que le piège commençait à se refermer sur lui. Il n'avait pas la moindre idée de ce que cette pensée signifiait. Elle tournait et tournait dans sa tête comme un cheval de bois sur un carrousel. 6 ans. J'avais 6 ans. Jack Sawyer avait 6 ans. Elle revenait et revenait sans cesse, elle tournait sans arrêt. La réserve était séparée de la salle par un mur, et ce soir ce mur vibrait sous les bruits, il palpitait comme un tambour. La semaine de travail s'était achevée 20 minutes plus tôt. On était vendredi soir, le jour de paix des usines de textile et tissage d'Otley, et des usines de pneumatiques de Dogtown. La taverne d'Otley était bondée maintenant. Une grande affiche à la gauche du bar déclarait « L'occupation de ce lieu par plus de 220 personnes est en violation de l'article 331 du Code des pompiers du comté de Genesee ». En toute évidence, cela ne valait pas pendant les week-ends, car Jack était sûr qu'il y avait en ce moment plus de 300 personnes dans la salle. 300 personnes qui dansaient au son d'un orchestre de country music, qui s'appelait les Jenny Valley Boys. Ils jouaient comme des pieds mais possédaient un pédale steel. Par ici, Jack, si les gens pouvaient s'enfiler un pédale steel, ils le feraient. « Jack !» hurla Laurie à travers le mur de bruit. Laurie était la dulcinée de Smokey. Jack ne connaissait toujours pas son nom de famille. Il l'entendit à peine à cause du jukebox qui jouait à plein volume, pendant que l'orchestre faisait une pause. Jack savait que les 5 musiciens étaient au bout du bar, en train de faire le plein de cocktails Black Russian à moitié prix. Laurie passa la tête dans l'entrebâillement de la porte de la réserve. Des cheveux blonds filasses, retenus en arrière par des barrettes de gamine en plastique bleu. « Jack, si tu ne te dépêches pas de sortir dessus, je crois que ça va être ta fête. »« D'accord, dit Jack. Dites-lui que j'arrive. » Il sortit la chair de poule lui hérisser la peau des bras, pas seulement à cause du froid humide de la pièce. Smokey Updike n'était pas quelqu'un avec qui plaisanter. Smokey et ses calots de cuisinier en papier juchaient sur sa tête étroite. Smokey et son dentier, acheté par correspondance, aux dents d'une blancheur et d'une régularité parfaite et macabre. Smokey et son violent regard marron avec le blanc de l'œil jaune sale. Smokey Updike, qui à bien des égards était encore une énigme pour Jack, et donc encore plus effrayant, avait en quelque sorte réussi à le retenir prisonnier. Le jukebox s'arrêta un moment, mais le brouhaha des voix le remplaça avantageusement. Une espèce de cow-boy du lac Ontario poussa un énorme « Youpi !» d'ivrogne. Une femme cria, un verre se brisa, puis le jukebox se remit en marche, avec un bruit qui ressemblait un peu à une fusée Saturne qui vient de décoller de l'atmosphère. Le genre d'endroit où les gens bouffent ce qu'ils ont écrasé sur la route. Cru. Jack se pencha sur l'un des fûts d'aluminium et le tira sur 1 mètre, la bouche grimaçante, déformée de douleur. La sueur perlant sur le front, malgré la fraîcheur due à l'air conditionné et son pauvre dos protestant en vain. Le fût crissa et grinça sur le ciment. Jack s'arrêta, le souffle court, les oreilles bourdonnantes. Il fit rouler le diable jusqu'au fût de Bush, le redressa, puis vint se placer derrière le fût. Il réussit à le faire basculer sur son bord et avancer en roulant jusqu'au chariot. L'énorme fût destiné au bar pesait seulement quelques livres de moins que le garçon. Il lui échappa des mains et atterrit lourdement au pied du chariot, heureusement garni d'un bout de moquette pour amortir les chocs éventuels. Jack essaya de le manœuvrer, tout en faisant attention de ne pas se prendre les mains. Il était lent. Le fût lui écrasa les doigts contre le dos du chariot. Il y eut un bruit sourd, atroce, et Jack réussit tout de même à sortir ses doigts meurtris et palpitants de là. Il se fourra l'extrémité de la main gauche dans la bouche et se mit à la sucer, les larmes aux yeux.
La douleur n'était rien comparée au soupir du gaz qui s'échappait de la bonde qui fermait le fût. Si, en l'ouvrant, Smokey voyait de l'écume s'en échapper, ou, pire encore, si en faisant sauter la bonde, la bière lui jaillissait à la figure, mais mieux valait ne pas penser à ça. La veille, jeudi, quand il avait été roulé sur un fût pour Smokey, le fût avait carrément roulé sur le côté. La bonde du siphon avait sauté et traversé comme une balle toute la pièce. De la mousse de bière blanc doré s'était répandue sur le sol de la réserve et avait coulé jusqu'à la cuvette de vidange. Jack était resté planté là, malade de trouille, n'entendant pas les cris de Smokey. Ce n'était pas de la Bush, c'était de la Kingsland. Pas de la bière américaine, mais de l'ale, comme celle des territoires, la bière de la reine. C'est à ce moment-là que Smokey l'avait frappé pour la première fois. Un coup rapide qui avait envoyé Jack valser contre l'un des murs rugueux de la réserve. « Voilà tapé pour aujourd'hui », lui avait dit Smokey. « J'espère que ça te passera l'envie de recommencer. » Ce qui avait le plus marqué Jack dans ce qu'il avait dit, c'est que ça impliquait qu'il aurait encore bien des occasions de recommencer. Comme si Smokey Updike s'attendait à ce que Jack restât très longtemps chez lui. « Jack, dépêche-toi !»« Ça vient !» souffla Jack. Il tira le chariot jusqu'à la porte, tendit la main derrière lui pour chercher la poignée, la tourna en poussant pour ouvrir. Il heurta quelque chose de gros, de mou et d'élastique. « Fais attention, bon Dieu !»« Oh, pardon, » dit Jack, « je suis désolé. »« Je t'en foutrais des désolés, petit merdeux !» fit la voix. Jack attendit que les pas lourds s'éloignent dans le couloir et essaya de nouveau d'ouvrir la porte. Le couloir était étroit et peint d'un vert bilieux. Il sentait la merde, la pisse et l'Ajax ammoniaqué. Un peu partout, des graffitis vacillaient et titubaient, écrits par des poivreux désœuvrés, attendant l'occasion de lâcher leurs chiens. Le plus grand des graffitis, écrit au magic marqueur noir, semblait hurler toute la colère, sans objet, qui sévissait à Oakley. « Envoyez tous les juifs et les nègres en Iran !» Le bruit de la salle parvenait jusqu'à la réserve. Il arrivait par vagues de sons qui paraissaient ne jamais se briser. Jack jeta un dernier coup d'œil dans la réserve, au-dessus des fûts inclinés sur le chariot, pour s'assurer que son sac à dos n'était pas visible. Il devait partir d'ici. Il le devait. Cet appel téléphonique funeste, lui donnant l'impression d'être emprisonné dans une capsule de glace obscure, ça avait été terrible. Randolph Scott était pire. Ce n'était pas vraiment Randolph Scott, bien sûr, seulement un type qui ressemblait à l'acteur dans ses films des années 50. Quant à Smokey Updike, c'était peut-être le pire de tous. Bien que Jack n'en fût pas certain, pas depuis qu'il avait vu, ou cru voir, les yeux du type qui ressemblait à Randolph Scott changer de couleur. Mais que Oakley fût le pire endroit du monde, ça ne faisait aucun doute. Oakley, dans l'état de New York, au fin fond du comté de Jenny, lui semblait maintenant un piège horrible qui lui avait été tendu. Une espèce de Saracénie urbaine, une véritable merveille de la nature, cette ville carnivore. Facile d'y pénétrer, pratiquement impossible d'en sortir. Un grand balèze avec un gros bide qui ballottait attendait devant la porte des toilettes pour hommes. Il faisait passer un cure-dent en plastique d'un côté de sa bouche à l'autre en fixant Jack d'un air furieux. Jack se dit que c'était sûrement la panse de ce type qu'il avait cogné avec la porte. « Petit merdeux !» répéta le gros lard. Puis la porte des WC s'ouvrit brusquement et un type en sortit. Pendant un court instant, ses yeux et ceux de Jack se rencontrèrent. Le cœur du jeune homme s'arrêta. C'était l'homme qui ressemblait à Randolph Scott. Mais celui-ci n'était pas un acteur. C'était un simple ouvrier qui travaillait à la minoterie d'Oakley et qui venait ici boire sa paye de la semaine. Plus tard dans la nuit, il repartirait dans une Mustang à moitié payée, ou peut-être sur une moto payée aux 3/4, une vieille Harley avec probablement une étiquette « Acheté américain » collée sur le moteur. Ses yeux sont devenus jaunes. Non, c'est ton imagination, Jack. Seulement ton imagination. Ce n'était qu'un ouvrier de la minoterie qui lui lançait un regard torve parce qu'il était nouveau. Il avait probablement été à l'école d'Oakley, joué au football dans l'équipe locale, mis enceinte une majorette de la paroisse catholique et l'avait épousée. Puis la majorette avait grossi comme une vache à force de bouffer des chocolats et des plats surgelés Stouffer. Un plouc d'Oakley parmi les autres. Sauf que... Mais ses yeux sont devenus jaunes. Arrête, c'est faux. Pourtant il y avait quelque chose en lui qui rappelait à Jack ce qui s'était passé quand il était arrivé en ville. Ce qui était arrivé la première nuit. Le gros bonhomme qui avait traité Jack de merdeux s'aplatit contre le mur pour laisser passer ce beau gars bien baraqué en Levi's et t-shirt blanc impeccable. Randolph Scott se dirigea vers Jack.
Ses grandes mains veinées se balançaient contre ses flancs. Ses yeux bleus glacés étincelaient, puis commencèrent à changer, à briller et à s'éclaircir. « Petit !» dit-il, et Jack se sauva sans attendre la suite, en poussant la porte à battant avec son derrière, sans se soucier de heurter quelqu'un. Le bruit lui tomba littéralement dessus. Kenny Rogers était en train de beugler un hymne paysan enthousiaste à quelqu'un qui s'appelait Reuben James. « Vous devez tendre l'autre joue !» braillait Kenny devant l'assistance de poivreaux abrutis aux gueules renfrognées. « Il existe un monde meilleur pour les faibles !» Personne ici ne semblait particulièrement faible aux yeux de Jack. Les musiciens de l'orchestre étaient remontés sur l'estrade et reprenaient leurs instruments. Tous, à l'exception du joueur de pédale steel, avaient l'air complètement hébétés, ignorant peut-être même où ils se trouvaient. Le joueur de pédale steel, lui, avait l'air de drôlement s'embêter. À la gauche de Jack, une femme parlait sérieusement dans le combiné du téléphone payant qui était au mur. Un appareil que Jack ne toucherait plus jamais s'il pouvait l'éviter, même pour $100. Pendant que la femme parlait, son compagnon émoustillé plongea sa main à l'intérieur de sa chemise de cow-boy. Sur la grande piste de danse, une 60aine de couples se traînaient sans tenir compte de l'air qui était joué, se contentant de s'étreindre en poussant des grognements, les mains agrippant les fesses, les bouches collées l'une contre l'autre, la sueur dégoulinant sur les joues, et faisant de grands cercles sombres sous les aisselles. « Enfin, c'est pas trop tôt ?» dit Laurie en soulevant le battant du bar pour que Jack puisse passer. Smokey était un peu plus loin derrière le bar, chargeant le plateau de Gloria de gin tonic, de vodka citron et de la seule autre boisson qui semblait faire concurrence à la bière, la boisson de la ville d'Otley, le Black Russian. Jack aperçut Randolph Scott qui sortait de la porte à battant. Il jeta un regard à Jack, ses yeux bleus attrapant immédiatement ceux de Jack. Il lui fit un petit signe de tête comme pour lui dire « On va parler tous les deux. Oui, mon pote. On va parler de ce qu'il y avait ou de ce qu'il n'y avait pas dans le tunnel d'Otley, ou de fouet, ou de mère malade. On parlera peut-être de ton très très long séjour dans le comté de Jenny, car tu resteras peut-être ici jusqu'à ce que tu deviennes un vieillard qui pleure sur son caddie. Qu'en penses-tu, Jackie ?» Jack frémit. Randolph Scott sourit comme s'il avait vu ou perçu le frisson. Puis il s'enfonça dans la foule et l'atmosphère enfumée. Un instant plus tard, les doigts fins et puissants de Smokey mordaient l'épaule de Jack, cherchant l'endroit le plus vulnérable et, comme toujours, le trouvant. C'étaient des doigts habiles, dressés à trouver les nerfs. « Jack, faut te remuer !» dit Smokey. Le ton de sa voix était presque amical, mais les doigts creusaient, bougeaient, s'enfonçaient. Son haleine sentait les bonbons à la menthe qu'il suçait presque constamment. Son dentier acheté par correspondance cliquetait désagréablement. Parfois, quand il glissait un peu, Smokey l'aspirait pour le remettre en place, en faisant un bruit de succion obscène. « Faut te remuer ou je vais être obligé d'allumer un grand feu sous ton petit cul. Tu comprendras ce que je veux dire ?»« Oui, » dit Jack, se retenant pour ne pas gémir. « Très bien, plus de problème alors. » Pendant une interminable seconde, les doigts de Smokey s'enfoncèrent encore davantage, broyant avec un enthousiasme mauvais le petit nid de nerfs qui se trouvait là. Jack finit tout de même par gémir. C'est ce que l'autre attendait. Il lâcha prise. « Donne-moi un coup de main pour relever le fût, Jackie. Faut faire vite, les gens picolent sec le vendredi soir. »« Samedi matin, » fit stupidement remarquer Jack. « Samedi matin aussi, allez viens. » Jack réussit à aider Smokey à soulever le fût jusqu'au compartiment carré qui se trouvait sous le bar. Les muscles fins et noueux de Smokey se gonflaient et se tordaient sous le t-shirt Otley Tap, le sigle de la taverne. Le calot en papier resta en place sur sa petite tête de fouine, le bord touchant presque le sourcil gauche, comme pour provoquer les lois de la pesanteur. Jack l'observait, retenant son souffle, tandis qu'il dévissait la bonde en plastique rouge qui fermait le fût. Celui-ci laissa échapper un soupir plus profond qu'il n'aurait dû, mais pas de mousse. Jack soupira à son tour, de soulagement. Smokey fit rouler le fût vide dans sa direction. « Va le remettre dans la réserve, et ensuite t'iras nettoyer les toilettes. Et rappelle-toi de ce que je t'ai dit cet après-midi. » Jack se rappela. À 3 heures, une sirène qui évoquait une alerte de bombardement avait retenti, le faisant presque sursauter. Laurie avait dit en riant « Regarde Jack, Smokey, je parie qu'il a fait pipi dans sa couche culotte. » Smokey lui avait lancé un regard en coin, sans sourire, et lui avait fait signe d'approcher. Il lui avait expliqué que la sirène signifiait que c'était le jour de la paix à l'usine d'Otley T&W, et que la même sirène s'était mise en marche à l'usine de Dogtown Rubber,
où l'on fabriquait des jouets de plage, des poupées gonflables et des godemichets qui portaient des noms tels que Spectre de l'extase. Bientôt, avait-il ajouté, le bar serait rempli. Et toi et moi, Laurie et Gloria, il va falloir foncer comme des fusées, parce que quand l'aigle pousse son cri, le vendredi, on doit compenser les recettes qui ne rentrent pas le dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Quand je te dirai de me rouler un fût, il faut qu'il soit devant moi avant même que j'aie terminé ma phrase. Et toutes les demi-heures, tu devras aller dans les toilettes des hommes avec ton balai et ta serpillière. Le vendredi soir, tous les quarts d'heure, il y a un mec qui dégueule. C'est moi qui m'occupe des dames, dit Laurie en s'approchant de lui. Ses cheveux d'or étaient fins et ondulés, et son teint aussi blanc que celui d'un vampire de bande dessinée. Elle devait avoir un rhume, ou alors elle se défonçait à la coke, car elle n'arrêtait pas de renifler. Mais Jack doutait que quiconque dans ce patelin eût assez de fric pour sniffer régulièrement de la coke. « Mais les femmes sont quand même moins dégueulasses que les mecs, » dit Laurie. « Presque autant, mais pas tout à fait. Ta gueule, Laurie. Va te faire foutre, » répliqua-t-elle, et la main de Smokey fendit l'air comme l'éclair. Il y eut un bruit sec, et soudain, l'empreinte de la paume de Smokey se dessina sur la joue de Laurie, comme une décalcomanie. Elle se mit à pleurnicher, mais quelle ne fut pas la surprise de Jack, mêlée de dégoût, il faut dire, de voir dans ses yeux une expression qui ressemblait au bonheur. C'était le regard d'une femme qui croyait qu'un tel traitement était une preuve d'amour. « Si tu fais vite, tu n'auras pas de problème, » avait dit Smokey. « N'oublie pas de te grouiller quand je demande un fût, et n'oublie pas d'aller toutes les demi-heures dans les chiottes avec ta serpillière pour nettoyer les dégueulis. » C'est alors qu'il avait redit à Smokey qu'il voulait s'en aller, et que Smokey avait réitéré sa fausse promesse de le laisser partir dimanche après-midi. Mais à quoi bon repenser à ça? Ça braillait encore plus fort maintenant, avec de gros rires qui éclataient de temps en temps. Il y eut un craquement de chaises brisées et un hurlement de douleur. Une bagarre, la troisième de la soirée, venait d'éclater sur la piste de danse. Smokey émit un juron et poussa Jack de côté. « Débarrasse-moi de ce fût, » dit-il. Jack mit le fût vide sur le chariot et le fit rouler jusqu'à la porte à battants, en regardant craintivement tout autour de lui, pour voir s'il n'apercevait pas Randolph Scott. Il était au milieu des curieux qui regardaient la bagarre. Jack se détendit un peu. Dans la réserve, il posa le fût vide avec les autres près de l'aire de chargement. La taverne d'Otley en avait déjà écoulé 6 ce soir. Cela fait, il alla jeter un coup d'œil à son sac à dos. Il eut un moment de panique en croyant qu'il avait disparu, et son cœur commença à battre très fort. L'élixir magique se trouvait dans son sac avec la pièce de monnaie des territoires qui s'était transformée en dollars d'argent. Il tâtonna vers la droite, la sueur perlant maintenant à son front, et le dénicha entre deux fûts. À travers le nylon vert du sac, il devina la forme de la bouteille de Speedy, et son cœur ralentit. Mais il tremblait comme une feuille et flageolait sur ses jambes, comme lorsqu'on vient d'échapper à un danger. Dans les toilettes, c'était l'horreur. Au début de la soirée, Jack en aurait peut-être vomi de dégoût, mais à présent, il semblait s'être en quelque sorte habitué à cette puanteur, et c'était ça le pire. Il fit couler l'eau chaude, y versa de l'Ajax et commença à passer le balai éponge sur l'indescriptible saleté des lieux. Il se mit à repenser aux 2 jours qui venaient de s'écouler, les considérant avec inquiétude, comme un animal considère avec inquiétude sa patte prise dans un piège. La taverne d'Otley était sombre et lugubre, et apparemment vide lorsque Jack y avait mis pour la première fois les pieds. Les prises de courant du jukebox, du billard électrique et des Space Invaders étaient tous débranchés. La seule source de lumière venait du présentoir publicitaire Bush, une pendule numérique prise entre 2 pics montagneux, qui ressemblait au plus bizarre ovni qu'on puisse imaginer. Jack se dirigea vers le bar avec un petit sourire. Il l'avait presque atteint lorsqu'une voix sans timbre s'éleva derrière lui. « C'est un bar ici. Les mineurs sont interdits, t'es idiot ou quoi? Sors d'ici. » Jack sursauta. Il avait vérifié l'argent qui lui restait en poche et s'était dit que ça se passerait ici comme au Golden Spoon. Il s'installerait sur un tabouret, commanderait quelque chose et demanderait ensuite s'il y avait un job pour lui. C'était bien entendu illégal d'employer un gamin de son âge, du moins sans une autorisation des parents ou du tuteur, et ça signifiait aussi qu'on pouvait l'engager au-dessous du salaire minimum, bien en dessous. Et les négociations commenceraient, comme d'habitude, par l'histoire numéro 2. Jack et son méchant beau-père. Il se retourna et vit un homme assis seul dans l'un des box, qui le toisait avec froideur et mépris. L'homme était mince, mais on voyait ses muscles jouer sous son t-shirt blanc et le long de son cou. Il portait un large pantalon blanc de cuisinier. Un calot en papier était posé de guingois sur son sourcil gauche. Sa tête était menue, comme celle d'une fouine, et ses cheveux coupés courts grisonnaient aux tempes. Posé entre ses 2 grandes mains, il y avait un paquet de factures et une machine à calculer. « J'ai vu que vous recherchiez un commis.
dit Jack, mais sans trop d'espoir maintenant. Ce type ne l'engagerait jamais, et Jack n'était pas certain d'avoir envie de travailler pour lui d'ailleurs. Il avait une sale gueule. « Ah, tu as lu l'écriteau ?» fit l'homme dans le box. « Tu as dû apprendre à lire les jours où tu ne faisais pas l'école buissonnière, hein ?» Il y avait des cigares Phillies Cheroot sur la table. Il donna une chiquenaude au paquet pour en faire sortir un. « Mais je ne savais pas que c'était un bar, » dit Jack en faisant un pas vers la porte. La lumière qui traversait la vitre sale donnait l'impression de tomber morte sur le sol, comme si la taverne d'Otley était située dans une autre dimension. « J'ai cru que c'était, vous savez, un bar-grill, quelque chose comme ça, mais je m'en vais. »« Viens par ici. » Les yeux bruns de l'homme le fixaient. « Non, non, ça va, » dit Jack nerveux. « Je m'en vais. »« Viens ici et assieds-toi. » L'homme gratta une allumette sur l'ongle de son pouce et alluma son cigare. Une mouche qui faisait sa toilette sur une feuille de papier s'envola dans l'obscurité. Les yeux restaient fixés sur Jack. « Je ne vais pas te mordre. » Jack s'approcha lentement du box et se glissa en face de l'homme, en croisant sagement ses mains devant lui. Quelques 60 heures plus tard, tandis qu'il nettoyait les toilettes à minuit et demi, ses cheveux mouillés de sueur lui tombant sur les yeux, Jack pensait... Non, il savait que c'était sa propre attitude, stupidement confiante, qui avait permis au piège de se refermer. Et il s'était refermé au moment même où il s'était assis en face de Smoky Updike, bien qu'il ne l'eût pas su alors. La trappe-mouche Vénus se referme sur ses malheureuses victimes. La sarracémie, pareille d'un délicieux parfum et de pétales funestes, lisse comme du verre, attend seulement qu'un connard de puceron vienne voler à l'intérieur de sa corolle, pour le noyer dans les gouttes de pluie qu'elle a recueillies. À Otley, la seule différence avec la sarracémie, c'était que la pièce s'était remplie de bière au lieu d'eau de pluie. S'il s'était sauvé... Mais il ne l'avait pas fait. Il s'était dit, en faisant un effort pour affronter le regard sombre et froid, qu'il y aurait peut-être finalement un job pour lui. Minette Banbury, la propriétaire du Golden Spoon à Auburn, s'était montrée plutôt gentille avec Jack, et lui avait même donné un petit baiser et 3 gros sandwichs quand il était parti de chez elle. Mais il ne s'était pas fait d'illusions. Sa gentillesse, et même son espèce de générosité, n'excluaient pas qu'elle fût froidement intéressée, et même purement et simplement âpre au gain. À New York, le salaire minimum était de 3,40 $ l'heure. Cette information était affichée, conformément à la loi, dans la cuisine du Golden Spoon, sur une belle feuille de papier qui avait presque la taille d'une affiche de cinéma. Mais le cuisinier était un Haïtien qui parlait à peine l'anglais et qui n'avait sûrement pas de permis de travail. Il cuisinait merveilleusement bien, et ne laissait jamais les pommes de terre ou les clams un instant de trop dans la friteuse. Quant à la fille qui aidait Madame Banbury dans la salle, elle était jolie mais avait l'air hébétée. C'était une retardée qui avait été placée là par l'hôpital psychiatrique de Rome. Dans ces cas-là, les tarifs normalement en vigueur ne s'appliquaient pas, et la jeune fille avait expliqué à Jack, en bégayant et avec une crainte non feinte, qu'elle gagnait 1,20 $ toutes les heures, et rien que pour elle. Jack lui-même gagnait 1,50 $. Il avait dû marchander pour obtenir ça et savait que si Madame Banbury n'avait pas été coincée, son ancien plongeur venait de la quitter le matin même, il était parti faire un tour pendant la pause café et n'était tout simplement pas revenu. Elle n'aurait jamais accepté ses conditions. Elle lui aurait dit d'accepter 1,25 $ ou d'aller se faire voir ailleurs. On était dans un pays libre. Maintenant, pensait-il avec un cynisme naïf qui faisait aussi partie de sa nouvelle assurance, voilà un autre type de Madame Banbury. Un homme maigre comme un clou et aimable comme une porte de prison, au lieu d'une femme souriante qui a l'air d'une bonne grosse grand-mère. Mais en tout cas, pour lui comme pour elle, un sou était un sou. « Alors comme ça, tu cherches du boulot ?» L'homme en pantalon blanc et calot de papier posa son cigare sur un vieux cendrier en fer blanc, avec le mot « camel » imprimé en relief au fond. La mouche renonça à nettoyer ses ailes et s'envola. « Oui, monsieur, mais puisque vous dites que c'est un bar... » Il se sentit à nouveau mal à l'aise. Ses yeux marrons au blanc jaunâtre le troublaient. C'étaient les yeux d'un vieux chat en chasse, qui avait déjà rencontré pas mal de souris errantes comme lui. « Oui, c'est moi le patron, » dit l'homme. « Je m'appelle Smoky Updike, » ajouta-t-il en tendant la main. Surpris, Jack la serra. Elle étreignit celle de Jack très fort, presque à la limite de la douleur. Puis il desserra son étreinte sans pour autant relâcher la main de Jack. « Alors ?» fit-il. « Alors quoi ?» fit Jack, conscient d'avoir l'air stupide et apeuré. Il se sentait stupide et apeuré, et il voulait que Smoky Updike libère sa main. « Tes parents ne t'ont jamais appris à te présenter ?» C'était tellement inattendu que Jack faillit presque bredouiller son véritable nom, au lieu de celui qu'il avait donné au Golden Spoon, le nom qu'il donnait aussi aux gens qui le prenaient en stop et qui lui posaient des questions sur lui. Ce nom était Lewis Farren. « Jack
Sowtell, dit-il. Updike garda encore un moment sa main, ses yeux marrons rivés sur ceux de Jack, puis la relâcha enfin. Jack Sowtell, dit-il. C'est sûrement le nom le plus long de tout le putain d'annuaire, hein, petit. Jack rougit mais ne répondit rien. T'es pas très grand, dit Updike. Tu crois que tu pourras faire rouler un fût de bière de 40 kilos jusqu'à un chariot? Je crois que oui, dit Jack, ne sachant pas s'il en était capable ou non, mais ça ne lui semblait pas insupportable. Et dans un endroit mort comme celui-ci, on ne devait changer de fût de bière que lorsque celui qui était sous les siphons du bar était vide. Comme s'il lisait en lui, Updike reprit. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas un chat, mais vers 4 ou 5 heures, on a pas mal de boulot. Et les week-ends, c'est complètement bondé. Et c'est là qu'il faudra en mettre un coup pour mériter ton salaire, Jack. Ma foi, je ne sais pas, fit Jack. Combien vous payez pour ça? $1 de l'heure, dit Updike. Je voudrais bien te donner plus, mais... Il haussa les épaules et frappa sa pile de factures. Il sourit même un peu, pour dire « Tu sais ce que c'est, petit. À Oatley, tout marche au ralenti comme une montre bon marché qu'on a oublié de remonter. Tout a commencé à péricliter en 1971. » Mais ses yeux ne souriaient pas. Il fixait le visage de Jack avec une concentration tranquille, comme un chat. « Oh là là, c'est pas beaucoup, dit Jack. Il parlait lentement mais réfléchissait très vite. Cet endroit était un véritable tombeau. Il n'y avait même pas un seul poivreau au bar en train de biberonner en regardant General Hospital à la télé. À Oatley, on buvait apparemment dans une voiture sans roues qu'on appelait un club. $1,50, ce n'était pas beaucoup s'il fallait vraiment mettre la gomme, mais dans un boui-boui comme celui-ci, $1 de l'heure était peut-être de l'argent gagné facilement. Non, ce n'est pas beaucoup, acquiesça Updike en retournant à sa machine à calculer. Le ton de sa voix disait que c'était à prendre ou à laisser. Il n'y aurait pas de discussion. Ça peut peut-être aller, dit Jack. Bon, c'est très bien, dit Updike. Mais il y a quand même quelque chose à régler. À qui veux-tu échapper? Et qui est à tes trousses? Les yeux marrons étaient à nouveau sur lui et il creusait dur. Si tu as quelqu'un au train, j'ai pas envie qu'il vienne m'emmerder ici. Il en fallait plus pour ébranler la confiance de Jack. Il n'était peut-être pas le génie du siècle, mais il était tout de même assez futé pour savoir qu'il ne pouvait continuer longtemps sur les routes sans une deuxième histoire à servir à ses éventuels et futurs employeurs. C'était le moment de servir son histoire numéro 2, celle du méchant beau-père. « Je viens d'une petite ville du Vermont, dit-il. Thunderville. Mes parents ont divorcé il y a 2 ans. Mon père a essayé d'avoir ma garde, mais le juge m'a confié à ma mère. C'est ce qui arrive la plupart du temps. » « Ces salauds de juges, commenta Smokey. Il s'était replongé dans ses factures et se penchait tellement sur son calculateur de poche que son nez touchait le clavier. Mais Jack pensait qu'il écoutait tout de même. Et alors mon père est allé à Chicago, et il a trouvé un boulot dans une usine là-bas, poursuivit Jack. Il m'écrit toutes les semaines, mais il n'est pas revenu depuis l'an dernier, depuis qu'Audrey lui a cassé la figure. Audrey, c'est... ton beau-père, dit Updike. Et pendant un instant, les yeux de Jack s'étrécirent et sa méfiance première lui revint. Il n'y avait aucune sympathie dans la voix d'Updike. Au contraire, il semblait presque se moquer de lui, comme s'il savait que toute cette histoire n'était qu'un tissu de mensonges. « Ouais, fit Jack, ma mère l'a poussé il y a 1 an et demi. Il me bat tout le temps. » « C'est bien triste, Jack. Bien triste. » Updike avait levé la tête à présent, et son regard était sardonique et incrédule. « Alors maintenant tu pars pour Chicago, où toi et ton papa allez vivre heureux pour toujours. »« En tout cas, je l'espère, dit Jack. Puis il eut une nouvelle inspiration. Tout ce que je sais, c'est que mon vrai père m'a jamais suspendu par le cou dans la penderie. » Il tira sur le col de son t-shirt pour montrer la marque qu'il avait à la gorge. Quand il était au Golden Spoon, elle était encore à vif, d'un vilain rouge violacé, comme une brûlure au fer chaud. Mais là-bas, il n'avait jamais eu l'occasion de la montrer. Maintenant, elle s'était estompée. C'était bien sûr la marque laissée par la racine qui avait essayé de l'étrangler dans l'autre univers. Il eut le plaisir de voir les yeux de Smokey s'agrandir de surprise, et même de stupeur. Il se pencha en avant, éparpillant les feuilles jaunes et roses. « Bon Dieu !» s'exclama-t-il. « C'est ton beau-père qui t'a fait ça ?» C'est pour ça que j'ai décidé de me sauver. Est-ce qu'il va radiner ici pour venir rechercher sa voiture, sa moto ou son portefeuille ou sa putain de drogue qu'il avait planquée? Jack fit non de la tête. Smokey le fixa encore un moment, puis pressa le bouton off de sa calculatrice. « Viens avec moi dans la réserve, petit. »« Pourquoi ? » ?»« Je veux voir si t'es vraiment capable de faire rouler un fût. Si tu peux me balancer un baril quand j'en ai besoin, je t'engage. » Jack montra, à la grande satisfaction de Smokey Updike, qu'il avait la force de faire basculer un fût sur son bord pour le rouler jusqu'au pied du chariot. Il réussit même à lui faire croire que ce n'était pas difficile. Ce ne fut que le lendemain qu'il lâcha prise et récolta un coup de poing sur le nez.
Bon, eh bien, ce n'est pas trop mal. dit Updike. T'es un peu flué pour ce boulot et tu risques de te faire une putain de hernie, mais ça, c'est pas mon problème. Il dit à Jack qu'il pourrait commencer à midi et qu'il travaillerait jusqu'à 1h du matin. Pendant aussi longtemps que tu pourras abattre du boulot de cette façon. Jack serait payé, lui dit Updike, tous les soirs après la fermeture, rubis sur l'ongle. Ils revinrent dans la grande salle où ils trouvèrent Laurie, vêtue d'un short de basket bleu si court que les bords de sa culotte en rayonne dépassaient, et d'un corsage sans manches qui venait sûrement du supermarché Mammouth de Batavia. Ses fins cheveux blonds étaient retenus par des barrettes en plastique, et elle fumait une pâle malle dont le bout était tout mouillé et marqué de rouge à lèvres. Un grand crucifix pendait entre ses seins. Je te présente Jack, dit Smokey. Tu peux enlever l'écriteau de la vitrine. Tire-toi, petit, dit Laurie. Il est encore temps. Tu vas fermer ta gueule, si je veux. Updike lui donna une claque sur les fesses. Pas une claque affectueuse, mais une baigne qui la fit valdinguer contre le bord capitonné du bar. Jack cligna des yeux en repensant au coup de fouet d'Osmond. Bravo, chef, dit Laurie, les larmes aux yeux. Ses yeux, qui reflétaient pourtant une expression de plaisir, comme si les choses se déroulaient exactement comme elles le devaient. Le malaise que Jack éprouvait se fit plus intense, plus vif. C'était presque de la peur maintenant. « Te fais pas de mouron, petit, » lui dit Laurie en se dirigeant vers la vitrine pour retirer la pancarte. « Tout ira bien. »« Il s'appelle Jack, pas petit, » dit Smokey. Il était retourné dans le box où il avait interviewé Jack et rassemblé ses factures. « Un petit, c'est le bébé d'un animal, on ne t'a pas appris ça à l'école ? Fais cuire un hamburger au petit. Il doit se mettre au travail à 4 heures. » Elle ôta la pancarte « On recherche un commis » de la vitrine et la glissa derrière le jukebox, avec l'air de quelqu'un qui ne fait pas ça pour la première fois. En passant près de Jack, elle lui fit un clin d'œil. Le téléphone sonna. Tous trois sursautèrent au bruit de la sonnerie et regardèrent l'appareil. Il fit l'effet à Jack d'une énorme limace noire collée contre le mur. Ce fut un moment étrange, presque intemporel. Il eut le temps de remarquer l'extrême pâleur de Laurie. Les seules couleurs de ses joues provenaient des traces rougeâtres d'acné qui restaient de son adolescence. Il eut le temps d'étudier les traits de Smokey Updike, qui exprimaient une cruauté secrète, et ses longues mains aux veines apparentes. Il eut le temps de remarquer un écriteau jaune au-dessus du téléphone, avec l'inscription « Prière de limiter votre appel à 3 minutes ». Le téléphone continua à sonner dans la salle silencieuse. Jack se dit, brusquement pris de panique, « C'est pour moi, c'est un appel qui vient de loin, de très loin. » « Réponds, Laurie, » dit Updike. « T'es empoté, ma parole. » Laurie alla au téléphone. « Haute-lit tape, » dit-elle d'une voix faible et tremblante. Elle écouta. « Allô ? Allô ? Et merde. » Elle raccrocha bruyamment. Il n'y avait personne au bout du fil. « C'était des gosses. Ils nous demandent parfois si nous avons mis le Prince Albert en bouteille. Comment tu veux ton hamburger, petit ? »« Jack !» rugit Updike. « D'accord, Jack. Comment tu veux ton hamburger, Jack ?» Jack le lui dit, et elle le lui servit cuit à point comme il l'aimait, avec de la moutarde piquante et des oignons des Bermudes. Il les avala et but un verre de lait. Son malaise disparut avec sa faim. Elle avait dit que c'était des gosses. Pourtant, quand de temps à autre son regard se portait sur le téléphone, il se posait des questions. À 4 heures, comme si le vide total du bar n'avait été qu'un décor destiné à le tromper, comme la Saracénie, avec son apparence innocente et son odeur exquise, la porte s'ouvrit et une dizaine d'hommes entrèrent sans se presser. Laurie brancha le jukebox, le billard électrique et l'appareil des Space Invaders. Quelques types saluèrent Smokey qui les gratifia d'un sourire torve qui dévoilait sa denture achetée par correspondance. Ils commandèrent presque tous de la bière. 2 ou 3 demandèrent un Black Russian. L'un d'eux, un des membres du Club du Soleil, Jack en était presque sûr, mit des pièces dans le jukebox pour entendre les voix de Mikey Gilly, Eddie Rabbit, Wayton Jennings et autres chanteurs de country music. Smokey dit à Jack d'aller chercher le seau et le balai dans la réserve et de nettoyer la piste de danse devant l'estrade de l'orchestre qui attendait, déserte, le vendredi soir et l'orchestre des Jenny Valley Boys. Et quand il fut propre, il dit à Jack de verser du Glanzer dessus et de frotter. « Tu sauras que c'est fait quand tu pourras te voir sourire dedans, » lui dit Smokey. C'est ainsi que débuta son service à la taverne d'Otley. « Ça commence à se remplir vers les 4-5 heures. »
Eh bien, il ne pouvait pas dire que Smokey lui avait menti. Le bar avait été désert jusqu'au moment précis où Jack avait repoussé son assiette pour se mettre au travail et mériter son salaire. Vers 6 heures, il y avait peut-être 50 personnes dans la salle. Gloria, la serveuse baraquée comme un camionneur, vint prendre son service pour la plus grande joie de certains clients qui se mirent à pousser des hurrahs de bienvenue. Gloria rejoignit Laurie pour leur servir quelques carafes de vin, beaucoup de Black Russian et des océans de bière. En plus des tonneaux de Bush, Jack sortait aussi des caisses et des caisses de bière en bouteille. De la Budweiser, bien sûr, mais aussi d'autres marques appréciées dans le coin, Genesee, Utica Club et Rolling Rock. Ses mains se couvraient d'ampoules et son dos lui faisait mal. Quand il n'était pas dans la réserve pour chercher une caisse de bière ou pour « roule-moi un fût, Jack !» phrase qu'il commençait à redouter terriblement, il revenait sur la piste de danse avec sa serpillière et son gros bidon de glanzeur. À un certain moment, une bouteille de bière vide lui passa à 2 doigts de la tête avant d'aller se briser contre le mur. Smokey fit sortir le poivreau qu'il avait lancé avec un sourire d'alligator qui dénudait toutes ses fausses dents. Jack regarda par la fenêtre et vit le type atterrir sur le parc-mètre avec une telle force que le signal rouge infraction s'alluma. « Allez, Jack !» lui cria Smokey d'une voix impatiente depuis le bar. « Il ne t'a pas touché, hein ? Dépêche-toi de me nettoyer ça !» Une demi-heure plus tard, Smokey l'envoya dans les toilettes. Un type d'âge mûr avec une coupe de cheveux à la Joe Pine était debout, pas très frais, devant l'un des 2 urinoirs remplis de glaçons, une main appuyée contre le mur et l'autre brandissant un énorme pénis non circoncis. Une flaque de dégueulis fumait entre ses patogas souillés. « Nettoie ça, petit !» dit l'homme en se dirigeant d'un pas mal assuré vers la porte et en donnant une claque sur le dos de Jack qui faillit le faire tomber. « Faut bien faire de la place comme on peut, pas vrai ?» Jack au supplice attendit que la porte se referme, mais ne put se contrôler plus longtemps. Il alla faire ça dans le seul cabinet de la taverne, où il eut sous le nez les preuves nauséabondes et écœurantes du passage du dernier client, qui avait évidemment oublié de tirer la chasse d'eau. Jack vomit ce qui restait de son déjeuner, prit 2 profondes inspirations et recommença à vomir. Il tâtonna pour trouver la chasse d'eau qu'il tira d'une main tremblante. Les voix de Waylon et Willie traversaient les murs et chantaient les charmes de Luckenbach, au Texas. Soudain, le visage de sa mère apparut devant lui, plus beau qu'il ne l'avait jamais vu sur aucun écran, ses grands yeux sombres noyés de chagrin. Il la vit seule, dans leur suite de l'Alhambra, une cigarette oubliée se consumant dans un cendrier à côté d'elle. Elle pleurait en pensant à lui. Le cœur de Jack se serra si fort qu'il crut qu'il allait mourir d'amour pour elle. Il avait tellement besoin d'elle, besoin d'avoir une vie où rien ne se cachait dans les tunnels, où les femmes ne désiraient pas être battues et malmenées, où les hommes ne vomissaient pas en pissant. Il voulait être près d'elle, et détester de toutes ses forces Speedy Parker, qui l'avait poussé à prendre cette terrible et éprouvante route de l'Ouest. À ce moment-là, tout ce qui lui restait de confiance en soi fut anéanti. Complètement, et pour toujours. Ses pensées conscientes furent dominées par un sentiment primitif, et il poussa un gémissement, qui se termina en cri d'enfant. « Je veux voir ma mère. Je vous en supplie, mon Dieu, je veux voir ma mère. » Il sortit du cabinet les jambes tremblantes, en se disant « Bon, je me tire d'ici. Va te faire foutre, Speedy, le gosse rentre chez lui. Appelle ça comme tu voudras. » Il oubliait en cet instant que sa mère risquait de mourir. Sa douleur était telle qu'il ne pensait plus qu'à lui-même, aussi égoïste que n'importe quel animal devenu la proie d'un rapace, daim, lapin, écureuil, tamia. En cet instant, il l'aurait volontiers laissé mourir du cancer des poumons, qui se développait furieusement, et envoyait des métastases dans tout son corps, pour qu'elle le prenne dans ses bras et l'embrasse, avant qu'il s'endorme. Il entendre dire de ne pas écouter sa saloperie de transistor au lit, et de ne pas passer la moitié de la nuit à lire sous les draps avec une torche électrique. Il posa la main sur le mur et réussit peu à peu à se ressaisir. Il ne le fit pas consciemment, mais par un simple redressement mental, qualité qu'il tenait de Phil Sawyer et de Lily Cavanaugh. Il avait commis une erreur, une grosse erreur, oui, mais pas question de retourner en arrière. Les territoires existaient, donc le talisman pouvait exister aussi. Il n'allait pas assassiner sa mère par pleutrerie. Jack remplit le seau d'eau chaude au robinet de la réserve et nettoya la saleté. Quand il ressortit, il était 10h30 et le bar commençait à se dépeupler. « T'es pâle comme un linge, Jack, tu te sens bien ?»« Est-ce que je pourrais avoir un Canada Dry ?» demanda-t-il timidement.
Elle lui en servit un et Jack le but en finissant de cirer la piste de danse. À minuit moins le quart, Smokey lui ordonna d'aller rouler un fût dans la réserve. Jack y réussit tout juste. À 1h moins le quart, Smokey commença à gueuler pour que les derniers clients vident leur verre. Laurie débrancha le jukebox, Dick Curless mourut avec un gémissement qui n'en finissait plus, et quelques protestations timides s'élevèrent. Gloria débrancha les jeux électriques, enfila son chandail, qui était aussi rose que les bonbons mentholés que Smokey suçait tout le temps, aussi rose que les fausses gencives de son dentier, et s'en alla. Smokey commença à éteindre les lumières et à mettre les 4 ou 5 derniers poivreaux à la porte. « Très bien, Jack, dit-il quand ils furent partis. T'as bien bossé. T'as encore des progrès à faire, mais c'est un bon début. Tu peux aller dormir dans la réserve. » Au lieu de réclamer sa paye, que Smokey ne lui avait d'ailleurs pas proposé de lui donner, Jack se dirigea en titubant vers la porte, si épuisé qu'il ressemblait en modèle réduit aux ivrognes qu'on avait éjectés du bar un peu plus tôt. Dans la réserve, il vit Laurie accroupie dans un coin. Sa position faisait dangereusement remonter son short. Et pendant un instant, Jack, épouvanté, se dit qu'elle était en train de fouiller dans son sac. Puis il réalisa qu'elle lui avait préparé un lit de couverture sur un matelas de sac de pommes. Elle avait aussi posé à la tête un petit oreiller de satin, sur lequel était écrit « Foire internationale de New York ». « Je t'ai préparé un nid douillet, petit, » dit-elle. « Merci, » dit-il. C'était un simple geste de générosité spontanée, mais Jack eut beaucoup de mal à ne pas fondre en larmes. Il réussit même à sourire. « Merci beaucoup, Laurie. » « Pas de problème. Tu seras bien ici, Jack. Smokey n'est pas si mauvais que ça. Une fois qu'on le connaît, il est pas méchant. » Elle dit cela avec une vague expression de regret, comme si elle eût inconsciemment préféré qu'il le fût vraiment. « Vous avez sûrement raison, » dit Jack. Puis il ajouta impulsivement, « Mais je partirai demain. Otley n'est pas pour moi, je crois. » « Peut-être que tu partiras, Jack, mais peut-être que tu décideras de rester encore un peu. Dors et tu verras demain matin. Qu'en dis-tu » Il y avait quelque chose de forcé, de pas naturel dans son petit speech. Toute l'authenticité de son sourire quand elle lui avait dit « Je t'ai préparé un nid douillet » avait disparu. Jack le remarqua, mais il était trop fatigué pour réagir. « Bon, on verra, » dit-il. « Bien sûr, » fit Laurie en allant vers la porte. Elle lui souffla un baiser de la paume sale de sa main. « Bonne nuit, Jack. » « Bonne nuit. » Il commença à enlever sa chemise, puis décida de la garder et de noter que ses baskets. Il faisait très froid dans la réserve. Il s'assit sur son grabat, défit les lacets, retira une chaussure, puis l'autre. Au moment où il allait se laisser tomber sur le coussin souvenir de la foire internationale de New York, il se serait sûrement endormi avant même que sa tête ne le touchât, il entendit le téléphone sonner dans le bar, déchirant, perçant le silence de sa sonnerie stridente, qui évoquait pour Jack des racines grises et sinueuses, des fouets et des poneys à 2 têtes. Dring, 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 dans le silence de mort. Dring, dring, dring. Bien longtemps après que les gosses qui avaient appelé pour demander s'ils avaient mis le prince Albert en bouteille fussent allés au lit. Dring, dring, dring. Allô, Jackie, c'est Morgan. Je t'ai senti dans ma forêt, petit merde futé. Je t'ai senti dans ma forêt. Et d'où t'es venue l'idée que t'étais en sécurité dans ton univers ? Mes forêts sont partout là-bas aussi. C'est ta dernière chance, Jackie. Rentre à la maison ou je passe à l'attaque. Tu n'as aucune chance. Tu ne... Jack se leva et traversa, chaussettes aux pieds, la réserve en courant. Son corps se couvrit entièrement de sueur. Il entr'ouvrit la porte. Dring, 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 dring. Puis enfin... « Allô ? Ici Otley tape. J'espère que c'est pas une blague cette fois. » C'était la voix de Smokey. Un silence. « Allô ? » Un autre silence. « Allez vous faire foutre. » Smokey raccrocha bruyamment, et Jack l'entendit retraverser le bar et monter l'escalier qui menait au petit appartement qu'il partageait au premier avec Laurie. Le regard incrédule de Jack allait de la feuille de papier vert qu'il avait dans la main gauche à la petite pile de billets, tous de $1, et de monnaie qu'il avait dans la main droite. C'était le lendemain à 11h. Il avait réclamé sa paye le jeudi matin. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, encore incapable de croire ce que ses yeux voyaient. « Tu sais lire ?» rétorqua Smokey. « Et tu sais compter. Tu n'es pas aussi rapide que je le voudrais, Jack. Du moins, pas encore. Mais tu n'es pas bête. » Il était assis maintenant avec l'argent dans une main et la feuille verte dans l'autre. La colère palpitait au milieu de son front comme une veine. La feuille verte, identique à celle qu'utilisait Madame Banbury au Golden Spoon, était une addition. Le total était inscrit au bas de la page en grosses lettres entourées d'un cercle. $4,10.
Jack avait gagné 9 dollars en travaillant de 4 heures de l'après-midi à 1 heure du matin. Smokey lui en avait presque pris la moitié. Il lui restait ce qu'il avait dans la main droite, 4 dollars et 90 cents. Il leva les yeux, furieux, d'abord sur Laurie qui détourna la tête, vaguement gênée, puis sur Smokey qui soutint son regard. « Ce n'est pas juste, » dit-il d'une petite voix. « Ce n'est pas vrai, Jack, regarde les prix de la carte. »« Ce n'est pas ce que je veux dire et vous le savez très bien. » Laurie tressaillit, s'attendant probablement à ce qu'il reçoive une gifle, mais Smokey se contenta de regarder Jack avec une patience terrifiante. « Je ne t'ai pas compté le lit, n'est-ce pas ?»« Le lit ?» s'écria Jack, sentant le sang lui monter aux joues. « Vous parlez d'un lit ? Des sacs de jute posés sur un sol en béton. Vous appelez ça un lit ? Il ne manquerait plus que vous me comptiez le lit, espèce de sale escroc !» Laurie laissa échapper un cri de frayeur et jeta un regard à Smokey. Mais celui-ci restait imperturbable, assis dans le box en face de Jack, l'épaisse fumée bleue de son cigare se déroulant entre eux. Un calot de papier neuf était posé de travers sur le front étroit de Smokey. « Nous en avions parlé. Je t'avais dit que tu dormirais là-bas, » dit Smokey. « Tu m'as demandé si tu pouvais être logé, je t'ai dit oui. On n'a pas parlé des repas. Si on en avait parlé, on aurait peut-être pu se mettre d'accord. Peut-être pas. Seulement, voilà, tu ne m'as rien demandé. Alors maintenant, tu ne peux rien réclamer. » Jack tremblait. Des larmes de colère brillaient dans ses yeux. Il essaya de parler, mais rien ne sortit qu'un petit bruit étranglé. Il était trop furieux pour dire quoi que ce soit. « Bien sûr, si tu veux qu'on te fasse une réduction sur le prix des repas, en tant qu'employé de la maison, nous pouvons en discuter. »« Allez au diable !» réussit à articuler Jack, en serrant son gain dérisoire dans la main. « Et gardez vos leçons de débrouillardise pour le prochain gosse que vous aurez entre les pattes. Mais en tout cas, moi, je m'en vais !» Il traversa la salle jusqu'à la porte, et malgré sa colère, il savait, il ne le croyait pas, il le savait vraiment, qu'il n'arriverait pas jusqu'au trottoir. « Jack !» Il posa la main sur la poignée de la porte avec la ferme intention de la prendre et de la tourner. Mais la voix était indéniablement menaçante. Il laissa tomber la main et se retourna, sa colère l'ayant abandonné. Il se sentit soudain tout vieux et ratatiné. Laurie était passée derrière le bar où elle balayait en fredonnant. Elle avait apparemment compris que Smokey ne casserait pas la figure de Jack. Et comme rien d'autre n'avait d'importance, tout allait bien. « Tu ne vas pas me laisser dans le pétrin avec tout le boulot qu'il va y avoir pendant le week-end. »« Je veux partir d'ici. Vous m'avez trompé. »« Non, monsieur, » dit Smokey. « Je te l'ai expliqué. Tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même. Maintenant, si tu veux, on peut discuter de tes repas. 50% de réduction sur la nourriture. Et éventuellement les sodas gratuits. Je n'ai jamais fait ça avec le jeune garçon qui vient me donner un coup de main de temps à autre. Mais ce week-end sera particulièrement difficile, car tous les ouvriers du comté vont débarquer pour le ramassage des pommes. Et aussi, je t'aime bien, Jack. C'est pour ça que je t'ai pas fichu de claque tout à l'heure, quand tu t'es montré si grossier. Mais j'aurais peut-être dû. En tout cas, j'ai besoin de toi ce week-end. » Jack sentit monter sa rage, qui reflua aussitôt. « Et si je refuse ?» demanda-t-il. « J'ai gagné 5 dollars, c'est toujours ça de prix. Et finalement, on peut considérer comme un bonus de ne plus être dans cette ville pourrie. » Smokey dit en regardant Jack avec un petit sourire rusé. « Tu te souviens quand t'allais nettoyer les chiottes derrière le type qui avait dégueulé ?» Jack acquiesça. « Tu te rappelles comment il était ?»« Il avait les cheveux en brosse. Il était en kaki, et alors ?»« C'est Digger Atwell. Son vrai nom, c'est Carton. Mais comme il a passé 10 ans à s'occuper du cimetière de la ville, tout le monde l'appelle Digger. Ça, c'était il y a 20 ou 30 ans. Ensuite, il est devenu flic. À l'époque où Nixon était élu président. Maintenant, c'est le chef de la police. » Smokey planta son cigare dans sa bouche, tira une bouffée et regarda Jack à nouveau. « Digger et moi, on est des potes depuis longtemps, » dit Smokey. « Et si tu me quittais maintenant, Jack, je ne pourrais pas te garantir que Digger ne te ferait pas d'ennui. Peut-être bien qu'il te renverrait chez toi. Peut-être bien que tu te retrouverais à faire la cueillette des pommes pour la municipalité d'Otley. Otley possède environ 20 hectares de vergers. Peut-être que tu te ferais tabasser, ou... J'ai entendu dire que ce vieux Digger a un faible pour les gosses en vadrouille. Les garçons, surtout. » Jack repensa au pénis de la taille d'un gourdin. Son sang se glaça et il se sentit mal. « Ici, tu es sous mon aile, comme on dit, » poursuivit Smokey. « Mais une fois dehors, qui sait ? Digger se balade un peu partout. Tu peux sortir de la ville sans problème, comme tu risques de le voir s'arrêter à côté de toi dans sa grosse Plymouth. Digger n'est pas génial, mais il a du flair quelquefois. Ou quelqu'un peut peut-être lui donner un tuyau et le prévenir. » Laurie lavait la vaisselle derrière le bar.
Elle s'essuya les mains et commença à chanter de concert avec l'orchestre un vieux tube des Steppenwolf. « Écoute, Continua Smokey. reste ici, Jack. Travaille ce week-end. Et je t'accompagnerai moi-même à la sortie de la ville avec ma fourgonnette. Qu'est-ce que t'en penses? Tu partiras d'ici dimanche à midi, avec 30 putains de dollars en poche que tu n'avais pas en arrivant. Et en partant, tu te diras qu'Otley n'est pas un endroit si dégueulasse que ça, finalement. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Jack regarda les yeux marrons, remarqua le blanc qui était jaune avec des petites taches rouges. Il remarqua le grand sourire sincère bordé de fausses dents. Il remarqua même avec un terrifiant et étrange sentiment de déjà-vu que la mouche était revenue sur le calot en papier de Smokey et qu'elle était en train de faire la toilette de ses pattes de devant, fines comme des cheveux. Jack soupçonnait Smokey de savoir qu'il savait que tout ce qu'il lui avait raconté n'était qu'un tissu de mensonges. Mais ça lui était égal. Après avoir travaillé jusqu'aux premières heures du samedi matin, puis du dimanche matin, Jack dormirait probablement jusqu'à 2 heures de l'après-midi dimanche. Et alors Smokey lui dirait qu'il ne pouvait pas l'accompagner parce que Jack s'était réveillé trop tard et que pour l'instant il était occupé à regarder le match de football entre les Colts et les Patriots. Et Jack serait non seulement trop fatigué pour marcher, mais il aurait également trop peur que Smokey cesse de s'intéresser au match, le temps de téléphoner à son copain Digger Atwell et de lui dire « Il descend Mill Road, mon vieux. Va donc le ramasser. Ensuite, tu reviens ici pour regarder la deuxième mi-temps. Mais pas question d'aller dégueuler dans mes chiottes tant que le gosse n'est pas revenu ici. » C'était un scénario possible. Il pouvait en envisager d'autres, chacun différent, mais tous identiques au fond. Le sourire de Smokey s'élargit.